pour ce qui nous attend dans 4 ou 5 ans. Le danger se rapproche à toute vitesse. Nous ne devons pas détourner le regard, nous devons y faire face. Ce qui se passe en Ukraine pourrait se produire ici aussi. Et quelle que soit l'issue de cette guerre, nous ne serons pas en sécurité à l'avenir si nous ne sommes pas prêts à faire face au danger. Nous pouvons le faire. Nous pouvons empêcher la prochaine grande guerre sur le territoire de l'OTAN et préserver notre mode de vie. Pour cela, nous devons tous être plus rapides et plus féroces. Il est temps de passer à un état d'esprit de temps de guerre et de donner un coup de fouet à notre production et à nos dépenses de défense. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mark Rutte, Premier ministre néerlandais, c'est pas des rigolos, hein. Les Premiers ministres néerlandais, c'est vraiment très pragmatique, que lui lance un tel cri d'alarme ce soir. Général Richoux. Bien, ce qu'on peut penser là, c'est qu'il acte que Trump est arrivé et que tout peut arriver. Donc Trump, il a dit que si on ne dépensait pas ce qu'il fallait, c'est-à-dire 2%, voire plus du PIB pour la défense, eh bien les États-Unis pourraient se retirer. Alors ils auront du mal à sortir de l'OTAN, mais ils peuvent en faire une coquille vide, comme ça a été le cas pendant le premier mandat de Trump. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit on doit dépenser plus, et si tu veux la paix, prépare la guerre, et il faut maintenant se préparer aux défis de demain. L'amiral Vichot, votre collègue, disait sur ce plateau, l'Europe est riche, désarmée. Et les deux à la fois, ça s'appelle une proie, riche et désarmée. Est-ce qu'effectivement, Aurélien Duchesne, on en est là? Oui, on en est à vouloir rattraper en maintenant 2 ans, peut-être 20 ans de désarmement. On le voit dans les capacités de la France. Je prends un exemple. On produisait 20 000 obus coup complet en 2022. On se gargarise d'en produire 100 000. C'est l'équivalent de 10 jours de consommation par les Ukrainiens. Une deuxième chose, je reviens précisément de Varsovie. On a passé 4 jours à ne parler que d'économie de la défense et d'industrie de guerre. Les débats qui vont être mis sur la table dépendront par exemple, du nouveau chancelier allemand avec des questions très concrètes. Est-ce que, par exemple, ça y est, l'Europe fera pour sa défense la même chose qu'elle a fait après le Covid, des dépenses communes, de l'endettement en commun? En fait, tout le consensus, enfin, parmi les experts polonais, ukrainiens à qui on a pu parler, c'est que eux s'attendent à ce que la Russie, par exemple, veuille tester l'OTAN dans les 3 à 5 ans. Comment? Soyons très concrets. Comment? C'est-à-dire, pardon, mais vous, les experts, on vous entend beaucoup vous contredire. C'est-à-dire que vous dites, Poutine bluffe. Ça, c'est gratuit. Poutine bluffe. Et dans la phrase d'après, comme Mark Rutte le dit, c'est dangereux, il peut aller plus loin. Ou il bluffe, il peut aller plus loin. C'est l'un ou l'autre. Le boulot militaire, c'est d'être toujours prêt. Oui, mais ça, c'est en général. Non, mais bien sûr. Mais c'est d'anticiper, c'est de faire des plans, et puis ensuite de se préparer à la guerre. Alors, quels sont les plans? Allons-y. Quels sont les plans possibles où Vladimir Poutine pourrait tenter quelque chose? Vincent Crouzet. Non, général Richoux, c'est un truc sur les plans. Prenez des risques. Non, je suis pas prêt à le suivre. Bon, ce qu'on sait, par exemple, les Russes démultiplient les provocations. Il y a eu une intervention de la police de l'air de l'OTAN il y a 3 jours pour bloquer effectivement une irruption probable de 3 appareils russes dans l'espace aérien otanien, enfin du moins européen. Néanmoins, moi je suis assez circonspect. En fait, Mark Rutte, il crie au loup comme criait Stoltenberg. Il est dans son rôle, en fait. Il veut pousser les pays européens à respecter effectivement la part des budgets militaires dans leur PIB, à payer. Il anticipe, comme le disait le général Richoux, effectivement l'arrivée de Trump qui va bousculer les choses. C'est pour ça que c'est important que l'on se prépare, que le président de la République aille en Pologne, fasse du bilatéral et du multilatéral. Mais néanmoins, il ne faut pas créer un état de psychose en Europe. Quand une armée est incapable d'arrêter une bande de rebelles sur des pick-up en Syrie, sur un axe routier déterminé, je vois pas comment la Russie demain envahirait les pays baltes et la Pologne alors qu'elle n'est pas capable de progresser de manière spectaculaire sur le front ukrainien. Alors je modère, je fais partie, mais c'est du willful thinking. Mais Margot Haddad, est-ce que vous êtes d'accord avec Vincent Crouzet quand il dit que finalement on joue un peu à se faire peur? Oui, je suis assez d'accord, surtout que Mark Rutte faisait partie de ces leaders sur la scène diplomatique avant même d'être secrétaire général de l'OTAN. Des personnes qui voulaient mettre en avant l'initiative de Prague, par exemple, pour créer au niveau européen, produire beaucoup plus d'obus. Donc il fait partie de ces voix assez fortes sur la scène européenne pour qu'on s'arme, on se réarme massivement. L'argument de Trump est clair désormais, c'est-à-dire qu'on a vu cette interview sur NBC où Donald Trump dit « Attention à l'aide à l'Ukraine, nous on va ralentir de notre côté ». Donc il faut un sursaut européen. À l'heure actuelle, Jean-Dominique Merchet le dit très clairement dans son livre, nous ne sommes pas prêts pour une guerre de haute intensité. Donc encore faut-il
avoir un sursaut au niveau européen parce que seul, même un pays doté de l'arme nucléaire comme la France, n'est pas capable, pour le moment, d'être dans un combat de haute intensité avec la Russie. Allez jusqu'au bout de votre pensée. Quand Vincent Crouzet dit on bidonne, on exagère, jamais, ils n'arrivent pas à progresser en Ukraine, donc jamais ils n'arriveront en gros ailleurs dans l'OTAN. Est-ce que ça veut dire que Volodymyr Zelensky, lui aussi, exagère quand il dit les prochains sur la liste, c'est vous. On se bat pour vous. Non, parce que il ne s'agirait pas d'envahir frontalement la Pologne ou les pays baltes dans ce scénario-là. Ce serait plutôt une guerre hétérotélique. Hétérotélique, ça veut dire que Poutine chercherait à vaincre l'OTAN sur la combattre. Par exemple, avec une opération dans une ville comme Narva ou Daugavpils dans les pays baltes à majorité russophone. Poutine fait un pseudo-soulèvement de séparatistes pro-russes. Il envoie des petits hommes verts, entre guillemets, comme c'était le cas en Crimée. Il estimerait que nous estimerions que ça n'en vaut pas la peine de déclencher l'article 5 et de se battre contre les Russes. Mais là où ça devient la guerre hétérotélique, c'est le moment où nous, on décide que ça en est trop et qu'on entre dans une guerre contre la Russie. C'est ça le scénario auquel croient le plus les Polonais. Ce n'est pas que Poutine veuille attaquer l'OTAN telle qu'elle existe frontalement, mais qu'il fasse l'erreur de calcul à force de provocation qui nous fasse basculer dans le scénario du pire. Ce scénario où l'OTAN tente quelque chose et au fond les pays de l'OTAN se divisent. Ouais, et d'autant plus que, bien sûr, Mark Rutte, il est alarmiste, mais il est extrêmement malin. D'abord, ça a été un des premiers à se rendre à Mar-a-Lago en tant que secrétaire général de l'OTAN, saluer Monsieur Trump. Il a compris le message 5 sur 5. S'il y a 22 pays sur les 32 membres de l'OTAN qui ont atteint ou dépassé l'objectif des 2%, en réalité, il a une conviction, c'est que ça suffira pas à persuader Trump que les alliés de l'Amérique en font assez. Et il a en tête quelque chose d'autre, c'est qu'à La Haye, en juin prochain, il y a un sommet de l'OTAN. Et si on ne parvient pas à dépenser plus de 2% et qu'on ne va pas vers les 3%, à un moment donné, le levier de Trump, ça pourrait être de remettre en cause le fondement de l'OTAN. L'article 5, le 1 pour tous, tous pour un. Ça, il y croit plus trop, Trump, et il a fait passer ce message à Mar-a-Lago. Et Mark Rutte, dans sa déclaration, il exprime le fait qu'il l'a reçu 5 sur 5. Vous évitez comme la question, c'est-à-dire, ou bien on dit Poutine bluffe, comme le dit Vincent Crouzet, et c'est pas vrai. Non, mais vous dites, il n'arrive pas à pénétrer plus en Ukraine, il va pas arriver à aller jusqu'à Varsovie. C'est une évidence. Bon, ils sont affaiblis là. Ils sont affaiblis. C'est pour ça que Trump aujourd'hui peut peut-être imposer une solution dans laquelle qui sera pas optimale pour la Russie. Ils viennent de se prendre une grosse claque en Russie. Ils ont des très grandes difficultés économiques, très considérables. Oui. Donc ça veut dire qu'ils sont pas dangereux pour les 10 ou 15 prochaines années. On peut dire ça, oui ou non? L'inflation est galopante, le rouble s'effondre. La seule ressource qu'a la Russie par rapport aux autres pays, et notamment la France et d'ailleurs les États-Unis, c'est que la Russie n'est pas un pays endetté, et donc il y a une capacité d'endettement qui est assez importante. Donc ça reste un des fondements. L'autre fondement, c'est une économie entièrement tournée vers la guerre, au moment où Rutte, comme Macron et comme le Premier ministre Tusk l'exprime, on n'est pas capable d'investir dans une base militaire. Est-ce que dans cette fuite en avant, il peut aller jusqu'à tenter quelque chose contre un pays de l'OTAN, ne serait-ce qu'une provocation dans les pays baltes, par exemple? Oui, c'est ce que disait Aurélien. Notamment, on pense à la Moldavie, à la Géorgie et pourquoi pas à la Roumanie aussi. C'est-à-dire qu'à moindre frais, à moindre coût, on va tenter de déstabiliser un pays qui soit est dans l'espace otanien, soit qui nous est proche. Ça, c'est tout à fait possible. Et il y a d'autres moyens de le faire. On l'a vu avec le cyber, on les a vus avec l'élection en Roumanie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens de déstabiliser des pays que d'envoyer des missiles sur un pays. Et les Russes l'ont bien compris. C'est à bas coût, ça ne leur coûte pas d'argent de produire plus ou autre puisqu'ils passent par le cyber. Et puis ils déstabilisent également les systèmes démocratiques. Et la confiance peut également faire en sorte que le peuple se rende compte d'autre chose. Margot, c'est ennuyeux, mais enfin, c'est pas TikTok. Quand on entend Mark Rutte dire on est dans une situation de grande urgence, le danger se rapproche à toute vitesse, mais c'est pas simplement une campagne TikTok. Même bien sûr. C'est pas bien de faire des campagnes sur TikTok. Manipuler. Rutte est secrétaire général de l'OTAN, donc il va forcément parler d'armes et pas de cyber, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est quand même la fin de sa déclaration, c'est la Russie est sur le pied de guerre d'un point de vue économique et l'Europe n'a pas, et l'OTAN n'a pas suffisamment investi dans sa base militaire industrielle. C'est exactement ce qu'a dit Macron à Varsovie. Quand on voit ce que dit Donald Trump, quand il dit, bien sûr, on lui pose la question, bien sûr, je diminuerai l'aide à l'Ukraine. Il en est là. Est-ce qu'en réalité, l'Europe risque de se trouver démunie?
Oui. Mark Rutte, il a peur de se faire déplumer par Trump dans les prochains mois, bien entendu. Donc il se prépare et il nous oblige à prendre les décisions adéquates. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'au cours des 20-30 dernières années, il y a des pays qui dépensent 1% de leur PIB pour la défense, qui ont absolument totalement délégué leur défense aux États-Unis d'Amérique. Et c'est là, pour le coup, Trump, dès son premier mandat, avait raison de dire, les Européens, vous ne dépensez pas assez pour votre défense. On va revenir à Donald Trump dans un instant. On a entendu l'OTAN qui sonne l'alerte. Il y a aussi l'autre côté, il y a la Russie qui sonne l'alerte aussi, pour dire exactement la même chose, pour dire que le risque vient de l'OTAN. Et là, c'est Alexandre Bordnikov, le directeur du service fédéral de sécurité de la Russie. La menace militaire de l'OTAN ne cesse de croître. L'alliance se renforce aux frontières de l'État de l'Union de la Russie et de la Biélorussie. Elle s'étend rapidement dans les régions arctiques et baltes. Les activités subversives des services de renseignement occidentaux, des agences diplomatiques, des organisations non gouvernementales et des médias qu'ils contrôlent se développent. Récemment encore, leurs efforts coordonnés ont littéralement supprimé les résultats des élections en Moldavie. Des tentatives ont été faites pour organiser une autre révolution en Géorgie. Voilà, le complexe de la obsidionale, comme on dit. Ils ont toujours l'impression que l'OTAN a progressé vers eux. Oui, mais on pourrait dire exactement, ça pourrait être qu'un occidental qui dit ça vis-à-vis de la Russie. C'est très exactement le même narratif, mais inversé. C'est assez fascinant, en fait. C'est un miroir. Mais oui, bien sûr. Alors, à l'arrivée, est-ce qu'on monte vers la guerre? C'est-à-dire, si on fait le film des événements depuis février 2022, les éminents spécialistes disaient jamais les Russes n'oseront envahir l'Ukraine. La réalité a montré qu'ils étaient beaucoup plus agressifs que ça et aventuriers. Oui. Aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce qu'on est aussi, disons, on sous-estime de même le danger? Oui, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et ne pas se tromper de rationalité. Parce qu'en France, la quasi-totalité des experts disaient que ceux d'entre nous qui disions Poutine va envahir, qu'on était des stipendiés de l'OTAN, qu'on était hystériques, russophobes, etc. Des gens comme Mark Rutte ou Rob Bauer, par exemple, comme patriote à l'OTAN, disaient que Poutine était beaucoup plus agressif qu'on ne le pensait. Donc il faut faire preuve d'humilité quand aujourd'hui on dit que les Baltes ou les Polonais exagèrent la menace. Eux ont dit Poutine va envahir, et avant ils ont dit la même chose de la Géorgie. Et sur la rationalité enfin, le critère qu'on invoque maintenant pour dire que Poutine n'envahira jamais l'OTAN, c'est que ce n'est pas rationnel. Et on réexplique a posteriori, oui, bon, l'Ukraine, après tout, n'était pas dans l'OTAN ni dans l'UE, c'était rationnel de l'envahir. On se trompe, à mon avis, sur ce qui est dans la tête de dirigeants comme Vladimir Poutine, sur leur désinhibition et sur leur calcul risque-bénéfice qu'ils ont à tenter une guerre contre l'OTAN. Encore une fois, on s'est trompé sur les intérêts, la manière dont la Russie voyait ses intérêts à envahir l'Ukraine. Je pense qu'on fait la même erreur quand on se moque de ceux qui disent que Poutine pourrait tenter le pire. Et on se trompe également sur leurs ressources et la capacité à rebondir des Russes. Ça, c'est vraiment le levier assez important. Et on ne sait pas quel a été le deal avec Bachar el-Assad, par exemple, quand il est arrivé en Russie. On ne sait pas exactement s'il y a une partie de sa fortune qui n'est pas allée en Russie. On ne sait pas pour l'instant. Le système est tellement opaque. Il y a des choses avec des accords, peut-être avec des pays du Golfe et autres, qui permettraient à la Russie d'utiliser ses propres ressources pour continuer cette guerre. Oui. Alors, là, il y a une espèce de course-poursuite qui est en train de se mener avant l'arrivée de Trump le 20 janvier. Les Ukrainiens, on va y revenir, tirent aux attaques MS de manière très audacieuse et déclaration fracassante de Donald Trump contre cela ce soir. D'abord, regardez la toute dernière image que l'on a du président élu américain. Il était ce matin à Wall Street pour sonner l'ouverture des marchés. Oui. Vous allez voir, ça lui a fait très plaisir. La toute dernière image ce matin. Et puis, qui est sur la photo, là, par parenthèse, il y a Vance, le vice-président tout à gauche. Qui d'autre? Madame la Kids. C'est Margot Haddad, notre spécialiste. Le directeur du New York Stock Exchange, son autre fille Tiffany, et la dame, là, je ne sais pas qui c'est, juste à gauche. Mais Vance, sa fille, sa femme, le directeur du New York Stock Exchange, c'est son autre. Il y a Melania Trump, effectivement. Voilà, avec une bourse qui se porte très bien, je rappelle. Beaucoup d'experts avaient dit la bourse s'écroulera en 2016 déjà, quand Trump arrivera, et c'est le contraire qui se passe. Les crypto-monnaies explosent. Le Bitcoin a pris plus de 135% en une année. C'est un président qui est favorable au Bitcoin. C'est l'euphorie à Wall Street. Et puis il y a la une du Time. Il est Person of the Year pour la deuxième fois de son existence. Regardez, effectivement. Merci de donner toutes les informations qu'on allait donner. Il a donc été élu
Mais vous l'avez remarqué derrière lui, évidemment, personnalité de l'année. Extrêmement fièrement. 2024 par le magazine Time pour la 2e fois. Alors évidemment, distinction très attendue chaque année depuis la création de ce prix en 1927. Regardez, en 2016, il avait déjà obtenu ce prix lors de sa première élection et donc il succède à la chanteuse Taylor Swift, dont Darius a appris l'existence il y a à peu près 2 mois, Volodymyr Zelensky en 2022 et Elon Musk en 2021. Et vous savez que c'est le même photographe qui a pris la photo, Platon. Il y a la même photo en 2022, il le pratique depuis très longtemps. Et donc il y a un rapport de confiance entre le photographe et son modèle. Ce qui est significatif, c'est la pose de Trump là, sur l'édition 2024. C'est-à-dire qu'en fait, il est quand même dominant, il est sûr de lui. Triomphant. Et il va changer le monde. C'est comme ça que l'envisage d'ailleurs dans son éditorial le magazine Trump. Alors, il a bonne nouvelle, la présidence. Bonne nouvelle pour lui, bonne nouvelle pour la bourse. En revanche, pour les Ukrainiens, mauvaise nouvelle, puisque cette fois, il prend position sur les attaques MS. Mauvaise nouvelle, les Ukrainiens ont lu son interview dans le Times, puisqu'il dit « Je suis vivement opposé à l'envoi de missiles à des centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie. Pourquoi faisons-nous cela ? Nous ne faisons qu'intensifier cette guerre et l'aggraver. » Là, Général Richoux, on commence à entrer dans le dur du sujet. On commence à entrer dans le dur du sujet, d'autant plus que son fils fait des tweets, assez violents où il... Regardons-le. Allez, puisque vous lancez là, vous avancez beaucoup plus vite que nous. Regardez bien cette séquence. C'est le fils, donc c'est Donald Trump Jr. qui publie cette vidéo très violente. Très insultante pour le président Zelensky. Oui. Et quand on voit le père et le fils qui, dans quelques heures, font la déclaration et cette vidéo, on comprend que les choses s'aggravent pour l'Ukraine. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. En 2022. Voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Je rappelle que Zelensky avait eu le prix en 2022, c'est pour ça donc qu'il vire l'autre couverture. Là, je rappelle tous ces Ukrainiens sur notre plateau, à la pause, c'était Oksana Melnichuk qui disait « Moi j'ai confiance en Trump, il va faire quand même des choses positives, etc. » Est-ce qu'il y avait là de la méthode Coué pour les Ukrainiens, les pauvres, ils se battent. Ils se disaient quand même, il va être de notre côté. Ce sont quand même de très mauvaises nouvelles objectivement pour les Ukrainiens. Le format Notre-Dame, la semaine dernière, c'était pas très chaleureux quand même, l'attitude de Trump vis-à-vis de Zelensky. On a l'impression qu'il était contraint et forcé d'avoir cette réunion tripartite. Il a été un petit peu piégé quand même. Il a été peut-être piégé, en tout cas il était un peu contraint et on ne le sentait pas très chaleureux ni en empathie. Moi ce qui m'a énormément choqué, ce sont ses propos sur les 400 000 pertes ridicules de l'Ukraine. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui que pour le D-Day, il y a eu des dizaines de milliers de pertes ridicules. C'est insulter la mémoire quand même des soldats ukrainiens. Il faut le citer exactement, il a dit les Ukrainiens ont perdu 400 000 personnes de façon vaine. De façon absurde. Dire cela, ça montre qu'il a un présupposé quand même très sévère à l'égard de l'effort de guerre ukrainien. Margot Haddad, est-ce qu'on a été naïf concernant Donald Trump sur le positionnement qu'il pouvait avoir? Donald Trump n'a pas de colonne vertébrale en matière de politique étrangère, c'est-à-dire qu'il s'adapte à son interlocuteur et quand il y a et qu'il sent un rapport de force, il s'incruse dans le rapport de force et essaie d'avoir le dernier mot. Et c'est exactement cela qui se passe, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une situation où il est face à Volodymyr Zelensky, il veut lui faire comprendre que c'est lui le chef, que c'est lui qui mettra sur la table les termes de ces négociations et si Vladimir Poutine essaie de tenir tête également, il changera également son fusil d'épaule. Ce qui est très intéressant cependant, c'est que quand vous regardez la presse russe, tout est mis en avant dans la propagande russe pour dire qu'il n'y a aucun lien entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Encore là, il y a quelques heures, il y a un article qui a été publié sur Commerçante, qui est tout de même un journal assez réputé en Russie, pour dire très clairement que Vladimir Poutine n'a pas été invité à l'inauguration de Donald Trump, contrairement à Xi Jinping. Oui. Donc, ils font tout pour mettre en œuvre une sorte de communication qui pourrait dire Vladimir Poutine et Donald Trump ne sont pas du même bord, ne sont pas du même côté, et donc on peut se poser la question. En général, quand la propagande russe essaie de mettre en avant quelque chose, c'est souvent que c'est le contraire, la réalité. Pourquoi dire qu'il n'a aucune colonne vertébrale ? Quand on voit ce qu'il a tweeté le lendemain de la rencontre avec Zelensky et président Macron, au contraire, il était très sûr de lui. Il dit la Russie est affaiblie. Comme à chaque fois qu'il est devant un interlocuteur. Oui, c'est-à-dire, change. Donc il a une colonne vertébrale en fait assez nette. Il sait très bien ce qu'il se veut. Il dit de manière extrêmement nette, Je ne sais pas si on peut réafficher ce qu'il disait à ce moment-là. Il dit la Russie est affaiblie, économiquement affaiblie, elle a perdu énormément d'hommes.
L'Ukraine est aussi affaiblie. La Russie et l'Iran sont affaiblis en ce moment. L'un à cause de l'Ukraine et d'une mauvaise économie, l'autre à cause d'Israël et de son succès au combat. Bon. Donc il tape sur la Russie. Il n'est pas tendre avec la Russie non plus. Zelensky et l'Ukraine aimeraient conclure un accord et mettre fin à cette folie. Ils ont de manière absurde, c'est la formule très insultante pour les Ukrainiens, perdu 400 000 soldats et beaucoup plus de civils. Il devrait y avoir un cessez-le-feu immédiat et les négociations devraient commencer au fond. Est-ce qu'il n'est pas très sûr de lui en disant tous faibles, moins forts? Il est juste anti-guerre. Il est juste anti-guerre dans son. C'est le patron. D'ailleurs, oui, c'est le patron et c'est anti-guerre aussi. C'est-à-dire que dans les républicains qui l'entourent actuellement, ce ne sont pas les républicains de l'ère Bush, va-t-en-guerre, qui faisaient partie de cette invasion de l'Irak, etc. On est dans des républicains, nouvelle génération, républicains Trumpistes, qui eux veulent la paix, business is business. Et c'est ce qu'il avait annoncé et il le fait. Et en même temps, il est moins impulsif. Je trouve, en fait, j'attendais avec beaucoup d'impatience, en réalité, le moment où, en fait, il allait remettre en cause cette ligne rouge qui avait été franchie par Biden, c'est-à-dire autoriser les Ukrainiens à utiliser leurs attaques MS pour aller taper des objectifs en Russie, profonde ou pas. Et en fait, le signe, c'est qu'en réalité, son administration, qui est déjà au travail, en réalité, elle réfléchit à tous les leviers, et là, je rejoins Margot, pour imposer sa vision des choses, c'est moi le plus fort et je veux un cessez-le-feu. Pourquoi ? Pour America First, qui est la redéfinition de la politique étrangère au service des classes moyennes américaines. Et cependant, est-ce que le président Zelensky peut bousculer tout ça ? Il faut rappeler que les surprises de Zelensky, il a un art de la surprise, il avait réussi à frapper le pont de Kerch, c'était en 2022. Oui. En 2023, énorme surprise aussi, c'était ce qu'il a réussi en frappant avec des drones le Kremlin. 2024, énorme surprise avec l'entrée à Koursk. Il a des moyens encore, c'est-à-dire qu'il a montré, lui, en utilisant les attaques MS, qu'il peut aller plus vite que la musique avant même que Trump soit là. Oui, parce qu'on sait à quel point Trump marche à l'ego. Après tout, les Polonais, par exemple, voulaient parler d'un fort Trump et ça avait convaincu Trump de remettre en question sa propre idée de retirer des troupes américaines d'Europe. C'est également le cas pour Netanyahou. Netanyahou a quand même poussé Trump à reconnaître l'annexion par Israël du Golan uniquement en fonctionnant à l'ego. Donc la carte de l'ego, Zelensky peut la manier avec succès. Il y a une chose sur laquelle appuie Zelensky et dont me parlait encore un député ukrainien hier, c'est que quand Zelensky parle de la paix par la force, qui est un slogan de l'époque Reagan quand même, ça renvoie à quelque chose qui marche non seulement chez Trump, mais chez beaucoup de cadres du Parti républicain. Donc Zelensky a les moyens, en réalité, d'infléchir les positions de Trump. Je rappelle une dernière chose, Trump, c'est quand même celui qui, en 2017, donne des armes létales à l'Ukraine, là où Obama refusait de le faire, et les Ukrainiens se rappellent très bien de cela. Mais pardon, est-ce qu'on est entré dans une course-poursuite ? Regardez les images. Les Ukrainiens ont frappé de façon extrêmement audacieuse dans la région de Rostov. Je crois que c'est 6 attaques MS, c'est bien ça, Émilie ? Absolument. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé par les autorités russes hier. 6 missiles attaques MS. Donc on comprend bien que dans les mêmes heures, on a Donald Trump qui dit « je ne veux pas qu'ils utilisent les attaques MS », mais les Ukrainiens ont déjà utilisé. Et les connaissants, ils vont continuer. Ils ne vont certainement pas obéir à Trump maintenant. Trump n'est pas investi. C'est Biden qui est le président encore. Donc il a l'autorisation de Biden. Donc ils peuvent continuer effectivement. Maintenant, il ne faut pas qu'ils se mettent Trump à dos. Donc ça, on verra un petit peu ce que ça va donner in fine. Alors Sergei Girnov, entrez dans la discussion. Vous êtes évidemment l'ancien commandant du KGB, spécialiste de ce genre de questions. Est-ce que vous pensez que Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous pensez que les Ukrainiens effectivement vont provoquer Trump ? Il leur dit non, ne le faites pas. Je ne veux pas qu'on le fasse. Est-ce qu'ils sont de caractère à le faire ? Non, je ne crois pas qu'ils vont le provoquer. Ils vont essayer de le manipuler. Parce que je crois que Zelensky a trouvé une bonne formule. C'est justement la paix par la force. Ça veut dire faire comprendre à Trump que ce n'est pas la paix à tout prix qui sera intéressante, y compris pour les États-Unis. Qu'il ne faut pas que les États-Unis se couchent devant Poutine. Et en fait, ils vont jouer ça. Ils vont dire si Trump pousse l'Ukraine à se rendre, c'est Poutine qui va gagner, ça veut dire que c'est Trump qui a perdu avec l'Ukraine. Et en fait, c'est là-dessus qu'ils vont muser, à mon avis. Alors, c'est pas le chemin que ça prend. Quand on voit la dureté de la déclaration de M. Trump disant « moi, je ne veux pas qu'on utilise les attaques MS », bien sûr. Oui, mais là, Trump, il est un peu backstage pendant 40 jours encore. Il va certainement être rattrapé par le dur principe de réalité. Quand il va se retrouver face à Poutine, qui va pas céder grand-chose, et face à Zelensky, qui va certainement lui tenir tête, là, il va se retrouver dans une position très différente. Et rappelons également qu'il est resté très discret sur les annonces de Biden et sur les premiers tirs. Je veux dire, là,
c'est vraiment les premières réactions officielles en matière d'attaque MS, mais jusque-là, ni Trump ni son environnement n'avaient réagi d'une manière ou d'une autre sur ce qui se passait. Donc quelque part, ça l'arrangeait. C'était pour montrer que les États-Unis, s'ils veulent, ils tapent où ils veulent, quand ils veulent, avec un armement qui est bien plus puissant. Et donc, c'est aussi un avertissement pour Vladimir Poutine. Dans ces quelques jours, est-ce qu'on va assister à une escalade avant même que Trump n'arrive? En tout cas, les Russes menacent. Alors, regardez déjà ce que disaient les renseignements américains. Hier, les Russes ont l'intention de répondre avec le fameux missile Oreshnik. Ça, c'était c'était les Américains et qui prévenaient. Eh bien, aujourd'hui, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a pris la parole. Écoutez comment la Russie pourrait bien réagir. Je voudrais rappeler la déclaration absolument claire et directe du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Il est clairement indiqué qu'une réponse va suivre. La réponse suivra quand cela sera jugé approprié. Mais elle suivra, certainement. Ça fait sourire le général Richoux parce qu'évidemment, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette réaction. Mais attention, c'est promis. Elle va suivre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous promettent ça depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que ce qu'ils sont en train de faire? Bon, ils vont balancer un missile Oreshnik. Bon, très bien, ils vont montrer qu'ils sont capables de balancer des missiles à moyenne portée. Ça peut quand même faire peur, c'est pas rien, un missile Oreshnik. Mais en même temps, ils vont pas détruire l'Ukraine aujourd'hui plus que demain et moins qu'hier, etc. Enfin, je veux dire... Gérald, oui. Non, mais la campagne, elle est déjà en cours. Qu'est-ce que changera le lancement d'un missile supplémentaire? Gérald, est-ce qu'il n'y a pas un peu de posture là? Parce qu'on dit souvent ça, parce que c'est une posture, mais en réalité, rappelez-vous, après le pont de Kerch, justement, quand ils ont mené des attaques très cruelles contre les infrastructures énergétiques. Et ça, ils le font de toute manière. Bien sûr, mais c'était une étape. Oui. Bon, quand ils ont détruit entièrement des villes comme Mariupol, comme Bakhmout, etc., donc ils ont une capacité de destruction, il ne faut pas le nier. À chaque fois, il y a eu des progressions dans la brutalité russe. Oui, il y a des enfin, non, moi je ne crois pas qu'il y ait de progression. Ils sont brutaux depuis le début, et chaque fois qu'il se passe quelque chose, il dit vous allez voir ce que vous allez voir. Mais ça, on le voit depuis le début. Je crois que les Russes sont très très brutaux depuis le début, et je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de manière supplémentaire. Ce qui est intéressant quand même avec le missile Oreshnik, c'est que c'est un missile de moyenne portée, et qu'un missile de moyenne portée, ça ne touche pas les États-Unis. Donc en fait, il y a toujours derrière la tentative de découplage entre les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire que c'est un missile qui peut atteindre Paris, qui peut atteindre Londres, mais qui n'atteint pas Washington. Et donc, c'est quand même un avertissement qui est plus à destination des Européens qu'à destination de Donald Trump. Alors, sauf l'Alaska, mon général. Ouais. Sauf l'Alaska. L'Alaska, oui, voilà, l'Alaska, oui, ils sont à 50 km. Sergueï Girnov, vous êtes un des rares à arriver un peu à vous mettre dans la tête de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous ne trouvez pas qu'il patauge un petit peu, Dmitri Peskov, notamment quand il dit « la réponse suivra ». On ne sait pas encore quel type de réponse, mais elle suivra certainement. Bon, vous arrivez à traduire ça? Oui, parce qu'il joue avec nos nerfs. Vous savez, même Poutine, depuis 2 semaines, avec cette histoire d'Oreshnik, d'ailleurs, on se demande encore si ça existe vraiment, ce missile, parce qu'apparemment, c'est juste quelque chose qu'ils ont bricolé avec les missiles précédents. Mais de toute façon, je suis d'accord avec... donc Peskov, c'est quelqu'un qui est là pour nous manipuler, pour nous mentir, pour entretenir cette crainte que Poutine voudrait, mais pour quelqu'un qui est vraiment résolu à faire quelque chose, Poutine parle trop. Mais en même temps, je suis d'accord avec Aurélien Duchesne qui tout à l'heure vous disait que Poutine, c'est quelqu'un qui a sa propre idée et en fait, il peut se tromper dans sa propre idée. Parce que je crois qu'on lui a dit que cet Oreshnik, c'est une arme absolue, c'est Wunderwaffe pour Hitler. Et donc, en fait, il croit qu'avec cette arme, il peut vaincre l'Occident. Et ça, c'est quelque chose de dangereux parce que je vous rappelle qu'en 2022, il a commencé cette guerre absolument suicidaire parce qu'il croyait que l'Ukraine allait se couper en 3 jours. Est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il y a une forme de stratégie voyou de la Russie? Quand on voit, rappelez-vous ce qui se passe en Syrie, où on voit à quel point, quand il s'est agi de soutenir le dictateur Bachar el-Assad, il l'a fait avec une extrême brutalité. Mais on le voit maintenant, on va parler dans quelques instants du nouveau pouvoir qui n'est guère rassurant en Syrie, qui est un pouvoir islamiste dur. Mais même avec ce pouvoir, on voit qu'ils sont prêts à négocier. Donc en réalité, dès qu'il peut avancer, on compare souvent au jeu de Go, dès qu'il peut avancer, il le fait.
Sinon, il est peureux aussi quand il sent que son intérêt est en jeu. Bon, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le dernier 100 mètres. Le 20 janvier prochain, l'administration Trump prend les affaires du monde, hein, si j'ose dire. Moi, je note quand même cette déclaration. Encore une fois, il dit la réponse, elle interviendra au moment et de la manière appropriée. Bon, en gros, les Russes, ils ont tout intérêt à dire qu'ils vont intervenir à un moment ou à un autre, sans quoi leur capacité de dissuasion est réduite à néant. Le mot nucléaire n'a pas été employé, je le note. Pourtant, il a été employé à plus de 100 reprises en 3 ans et ça a été agité. Donc voilà, moi je trouve que le timing il est parfait. Ils disent qu'ils vont répondre de manière très très offensive. Trump répond, il a compris le message aussi. C'est terminé les attaques MS. On en est là pour le moment. Je pense que tout le monde pousse ses pions et que personne n'a intérêt à dire qu'on ne va pas frapper le plus fort possible avant que, encore une fois, le signal de fin ou la fin de la partie ne soit sifflé. Mais Guillaume, il y a tout de même aussi une échéance importante. Avant, c'est le plan de Viktor Orban qui a été mis sur la table avant Noël, un échange de prisonniers et un cessez-le-feu. Et pour l'instant, dans les médias russes, ils disent que l'Ukraine aurait refusé ce cessez-le-feu venant de Viktor Orban. Ils le mettent beaucoup en avant. Il y a une volonté également d'avoir des acteurs internationaux de leur côté et d'essayer de changer un petit peu la posture de certains acteurs.